La direction des impôts en France a voulu offrir la possibilité à ses clients d'utiliser l'initiation de paiement donc comme moyen de régler ses impôts ou ses amendes. Elle a voulu compléter sa palette et c'est généralement ce que souhaitent faire aussi d'ailleurs les commerçants ou tout acteur qui propose des services. L'objectif, c'est d'être payé et plus on a de moyens de paiement et plus on optimise ses chances d'être payé. Et donc, elle a voulu proposer ce moyen de paiement et elle s'est aperçue qu'il ne fonctionnait pas comme il était supposé de fonctionner puisque la direction des impôts pensait que vu que la DSP2 était là depuis plus d'une dizaine d'années, forcément tout fonctionnait parfaitement. Et là, elle a découvert que c'était pas si simple que ça. Donc, elle a demandé au régulateur pourquoi ça fonctionnait pas partout avec tous les banques dans tous les cas. Et elle a pu découvrir que la mise en œuvre était encore perfectible. Inégale. Inégale. Ouais, intéressant. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, ravie et heureuse de vous accueillir sur un nouvel épisode de FinScale. J'ai la chance de recevoir Fanny Rodriguez, qui est présidente de l'AFEPAM, qui est l'Association française des établissements de paiement et de monnaie électronique. Bonjour Fanny. Bonjour Solène et merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. Donc, j'ai toujours, quand je te croise, généralement dans les events, à France Digital Day, France FinTech, Révolution, beaucoup de plaisir à discuter avec toi parce que tu as une approche hyper profonde du paiement, de l'industrie en général, mais du paiement en particulier. Tu es également CEO de Fintecture, mais c'est ta casquette de l'AFEPAM que je vais te demander de porter aujourd'hui, parce que ce cadre réglementaire DSP2, DSP3 est assez mouvant et j'étais intéressée de faire un point avec toi, voir où on en est, quel est le positionnement de l'Europe, de la France, et faire une sorte d'état des lieux avec toi. Donc, merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Merci pour la question. Ça va mieux, on peut dire, sur la DSP2 et la DSP3 qui arrivent. La DSP2, elle date d'il y a plus d'une dizaine d'années. Ouais. C'était un gros choc, aussi bien côté banque, j'y étais, donc je peux en parler, qui se sont retrouvés obligés d'ouvrir leur système à des concurrents et qui plus est gratuitement, mais aussi côté FinTech que j'ai rejoint après, et donc membre de la FEPAM. Est-ce que tu peux juste prendre pour notre audience 5 minutes avant de rentrer sur DSP2 pour expliquer un peu ton parcours Oui. sur toute cette industrie? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé en tant qu'étudiante, je me suis un peu baladée entre Bruxelles au Parlement européen dans les cabinets d'avocats et puis j'ai aussi travaillé pour une association professionnelle. Mais ensuite, j'ai fait la plupart de mon parcours à la Société Générale. Je peux la citer, c'est pas confidentiel. Pendant une quinzaine d'années à différents postes, aussi bien côté banque d'investissement que métier titre et à la fin paiement et cash management. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert certains textes européens dans le domaine des paiements. Et finalement, après 15 ans passés à la Société Générale, j'ai rejoint un établissement de paiement qu'on appelle FinTech ou Startup pour le côté sympa, mais ça reste un établissement de paiement régulé qui s'appelait Banking. J'ai travaillé là-bas un peu plus de 2 ans et finalement, actuellement, je suis chez Fintecture, qui est un autre établissement de paiement avec un type de clientèle différente. Banking, c'était une application plutôt dédiée aux clients B2C. Ouais. Et chez Fintecture, on est en B2B. Nos clients, ce sont les commerçants, gros commerçants du CAC 40. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises du paiement, toutes les startups, scale-up, ont décidé de créer cet asso? Il y a eu un besoin d'association parce que donc il y a eu un texte européen qui s'appelle la DSP2, la directive sur les services de paiement numéro 2, qui a quand même bouleversé, on peut le dire, le secteur des paiements puisque il demandait aux fintech qui étaient présentes de devenir régulées pour continuer à accéder à des informations bancaires. Et lors de la mise en place de ce texte, il a paru nécessaire à ces acteurs de se coordonner pour pouvoir échanger avec les banques sur le meilleur dispositif à créer, en fait. Donc, la DSP2, nos auditeurs, les personnes qui nous regardent la connaissent, puisqu'elle a bouleversé véritablement toute l'industrie de la fintech. Elle a mis en place, il y a énormément de fintech qui se sont créées justement suite à la mise en place de cette directive. Toi, ton constat aujourd'hui,
Lequel est-il? Alors, je sais qu'il y a eu un certain nombre. De toute façon, les banques n'ont pas eu d'autre choix que de se conformer et donc d'ouvrir les canaux à l'extérieur, que ce soit pour aller choper de l'information ou pour initier du paiement. Est-ce que toutes les banques se sont conformées à cela? Alors, la majorité des banques, la grande majorité des banques, s'est conformée, au texte. Mhm. Il y en reste encore malheureusement qui 10 ans après n'ont toujours pas de voie d'accès pour les comptes, donc qui voilà, malheureusement respectent toujours pas ce texte-là et dans celles qui ont mis en place, le texte, il y a parfois quelques sources, quelques pistes d'amélioration, voilà, mais Comment ça s'explique ça? ça Parce que s'ex c'est une obligation ça s'explique par le fait que légale? c'est une obligation légale, mais qui est uniquement vue ou principalement vue comme une source de coût pour les Ouais. banques et pas une source de business. Et dans une période économique qui est quand même pas, enfin voilà, on le sait, la plus favorable possible, les budgets sont limités des Mhm. banques et donc, entre un budget, pour une mise en conformité et où les banques ne voient pas forcément d'opportunités business et un budget où potentiellement derrière il y a la création de revenus, il y a des choix qui sont Mm. opérés. Mais du coup, il y a des sanctions qui ont été données? Alors très clairement, publiquement, non et de manière non publique, ce qu'on peut juste constater de manière pragmatique, c'est que si le montant des sanctions avait été dissuasif, je pense que, la banque enfin les banques qui ont pas encore ouvert, compte, si le montant avait été dissuasif, elles l'auraient fait. Mm, Donc c'est qu'il reste si 10 ans après, tout n'est pas encore, conforme, c'est que, il est plus économique pour une banque mm. De payer les amendes? de payer les Ouais, amendes. Enfin voilà, parce ouais. que, il y a certes des investissements IT à faire et ça prend du temps, mais ça prend pas 10 ans. Non. Surtout que Sachant que tu peux te reposer sur des tiers pour faire on ça. peut se reposer sur des tiers et surtout qu'il y a quand même, plus de 95 des banques qui ont réussi à le faire. Ouais. Donc celles qui l'ont pas fait, c'est pas parce que c'était impossible à Non, faire non, dans 10 tout ans. à fait. Et qu'est-ce que ça va changer, du coup, la troisième directive? Alors, la troisième directive, déjà, elle donne des pouvoirs de sanction plus forts aux régulateurs Ouais. et la FEPAM l'a soutenue, ce qui est, on peut dire, c'est paradoxal, Ouais. mais on est une association de fintech, mais régulée, favorable au respect de la réglementation. Donc, on a soutenu des pouvoirs renforcés pour le superviseur et sinon de manière plus prosaïque, la DSP3, elle a aussi un peu plus détaillé, donc elle dit clairement ce qu'il est possible de faire ou de pas faire, donc c'est les obstacles qui ne doivent pas être présents sur certaines interfaces et elle pose aussi le principe de l'obligation d'avoir des API, ce qui était pas très clair enfin, ce qui était pas le cas de la DSP2 puisque la DSP2, elle laissait le choix à la banque entre avoir une API ou avoir un accès direct authentifié, ce qu'on appelle donc du web Ouais. scraping. Là, la DSP3, elle dit clairement, il faut que des API et je pense que c'est bien pour tout le monde puisque l'API, c'est quand même, voilà, c'est sécurisé, c'est stable, donc je pense que c'est une bonne chose que le Mmh. choix ait été fait en faveur des API. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Alors, je pense à ce cas-là, parce qu'on l'a évoqué, en préparation de cette discussion, le cas de la direction des impôts. Est-ce que tu peux expliquer en quoi le fait que l'initiation de paiement ne soit pas, favorisée par les établissements bancaires a comme impact sur la direction des impôts? Bah, ce qui est assez amusant, c'est que la direction des impôts en France a voulu offrir la possibilité à ses clients d'utiliser l'initiation de paiement, donc comme moyen de régler ses impôts ou ses amendes. Elle a voulu compléter sa palette et c'est généralement ce que souhaitent faire aussi d'ailleurs les commerçants ou tout acteur qui propose des services. L'objectif, c'est d'être payé et plus on a de moyens de paiement et plus on Ouais. optimise, voilà, plus on optimise ses chances d'être payé. Et donc, elle a voulu proposer ce moyen de paiement et elle s'est aperçue qu'il ne fonctionnait pas comme, il était supposé de fonctionner puisque la direction des impôts pensait que vu que la DSP2 était là depuis plus d'une dizaine d'années, ben, forcément tout fonctionnait parfaitement et là, elle a découvert que c'était pas si simple que ça, et donc elle a demandé au régulateur, bah, pourquoi ça fonctionnait pas partout avec tous les banques dans tous les cas et elle a pu découvrir que la mise en œuvre était encore perfectible, Inégal, ouais, ouais. inégale. Ouais, ouais, intéressant. Bon, affaire à suivre alors. Moi, j'étais intéressée aussi de prendre certains cas que je vois, dans la presse, sur, des fintechs, hein, qui s'associent, au pouvoir public, pour, faciliter, la vie,
des citoyens et qui généralement répondent à des appels publics. J'aimerais que tu nous apportes un peu de transparence justement sur ces appels d'offres publiques qui sont faits auprès des établissements financiers en général, mais donc qui intéressent aussi des fintechs. Qu'est-ce que ça reprend et de quelle manière ça peut soit avantager, soit pénaliser les fintechs? Alors c'est une excellente question parce qu'on parle beaucoup de souveraineté européenne et de souveraineté française et notamment en matière de paiement. Il paraît important que les systèmes de paiement, puissent être résilients et indépendants. Et donc il y a des appels d'offres actuellement des acteurs publics, mais il est parfois la rédaction de ces appels d'offres est très importante. Parce que, par exemple, s'il y a des critères sur, depuis combien de temps l'entreprise existe, parce qu'on souhaite que l'entreprise existe depuis une vingtaine d'années parce que ça rassure plus, ou si on veut une certaine taille d'entreprise ou un certain chiffre d'affaires, on peut, de facto, sans le vouloir, l'autorité publique peut de facto, exclure les fintechs puisque Mmh. forcément une fintech, il y en a quand même pas beaucoup qui ont plus de vingtaine d'années, qui ont voilà un énorme chiffre d'affaires, et cetera, et cetera. Et donc, de facto, on peut se retrouver à exclure un secteur économique, alors même que ce secteur fonctionne bien, dispose du bon produit et que les raisons pour lesquelles il n'était pas présent il y a 20 ans, c'est tout simplement que le moyen de paiement n'existait pas il y a 20 ans. Mmh mh. Voilà, et qui met un tout petit peu de temps, mais ce qui est normal dans le domaine des paiements pour se développer. Il y a aussi, on voit actuellement des critères sur les stockages des données. Donc, je pense que ne rien, enfin, pour les membres de la FEPAM, la quasi-totalité des membres ont leurs données stockées, bien entendu, en Europe. Pour autant, on sait tous que ceux enfin, les serveurs sont en général américains. Hein, bon, font Mmh. Google, Amazon. Alors voilà, il y en a plusieurs. Et donc, dans un contexte de souveraineté française, il peut être demandé dans ces appels d'offres d'avoir des données stockées chez des acteurs français européens. Sauf que ce n'est pas si facile que ça de trouver une bonne qualité et une aussi bonne qualité de Oui, et service. quand bien même tu aurais ton Voilà, acteur européen, tu vas aller chercher un backup tout qui à sera fait. probablement pas européen. Tout à fait. Et Ouais. donc, c'est compliqué. Donc, bien sûr, les données sont en Europe. Bien sûr, les membres de la FEPAM respectent le RGPD. Mais dire il faut exclure, Mmh si mh. c'est pas le cas, c'est compliqué. Donc après, on peut tout à fait comprendre que des sécurités soient mises, que des backups soient mis, enfin que des garanties soient apportées. Bien sûr, dans les contrats. Voilà, Oui. il y a vraiment pas ça oui, mais dire: «Il faudra absolument que le serveur soit français». Moi, la dernière fintech que je connais qui avait tout stocké sur un serveur français, malheureusement, l'expérience n'a pas été très agréable. Voilà, le serveur a pris feu, le backup aussi. Donc ils ont réussi à s'en sortir, mais ça a pas forcément donné envie à d'autres de Ouais. tenter l'expérience. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas soutenir la filière, ô combien Bien sûr. voilà, de Et serveurs en France. Il faut la soutenir, mais pour l'instant, c'est compliqué. c'est intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays européens. Alors encore une fois, je vais mettre ma casquette luxembourgeoise. La CSSF, le régulateur luxembourgeois, a émis des circulaires justement pour encadrer toute l'infrastructure technologique des établissements régulés. C'est intéressant de voir que des acteurs américains sont parvenus à s'établir et ont leur siège, en tout cas une entité Mmh. présente Mmh. au Luxembourg. Ils ont négocié, en tout cas les établissements financiers ont négocié donc des annexes contractuelles pour encadrer spécifiquement les sociétés du secteur Mmh. financier. Et donc, je dirais l'annexe de base, tu as les droits d'audit, tu as la capacité à aller purger les données en temps réel, etc. Donc tous ces aménagements contractuels ont été mis en place par des acteurs européens dans un pays, enfin ces acteurs américains dans un pays européen qui est complètement, je dirais, aligné Mmh. hein, Mmh. avec les autres pays européens. Bah, je pense que ce sont de bonnes pratiques. Alors après, il faut avoir les moyens d'aller auditer ces acteurs-là, parce que Mhm, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez un droit d'audit, ok, mais est-ce que vous allez vraiment aller auditer ces acteurs-là? Je pense qu'il faut avoir les moyens de le faire. mhm. Mais effectivement, ça semble en tout cas plus pragmatique, vu l'état de l'offre actuelle, que de fermer purement et Ouais. simplement voilà, l'accès aux acteurs qui, pour l'instant, sont quand même ceux qui ont une offre de qualité.
Alors justement, on parle de ces grands acteurs. En Europe, il y a quand même la présence massive d'acteurs comme Visa, comme Mmh. Mastercard, des Google, Amazon, etc., qui sont déjà très Mmh. présents dans le secteur financier et dans les paiements. Je pense à Amazon Pay, etc. Toi qui suis les dynamiques européennes, quel est l'équilibre qui parvient à se mettre en place justement entre ces big tech américaines présentes sur le sol européen et le discours de souveraineté qu'on entend au niveau européen et au niveau local, enfin national, mais aussi la réalité de l'équilibre et des pouvoirs de ces big tech. Je suis très favorable aux mêmes règles pour le même business. Le fait que les acteurs, peu importe la nationalité des acteurs, qu'ils soient américains, chinois ou autres, s'ils sont régulés en Europe et qu'ils sont soumis aux mêmes règles, très honnêtement, c'est la concurrence et je pense qu'elle est bénéfique pour tous. Le fait est que dans certains textes, alors même qu'on a un discours de souveraineté européenne, on peut découvrir quand on le lit que, l'Europe, et là je trouve qu'elle est un peu naïve, ouvre ses frontières à tout le monde sans exiger que l'acteur soit en Europe, régulé de la même manière que tout le monde. Intéressant. Et tu as quoi comme exemple en tête? Ben, le texte FIDA, pour ne pas le citer, sur l'open finance, il y avait quand même un merveilleux article. Quand on le lit en tant que citoyen, on est un peu étonné. C'est si vous avez aucune activité, régulée, et si vous n'êtes pas présent en Europe, c'est pas grave. Il suffit que vous ayez un représentant local et qui déclare respecter quelques réglementations pour que tout se passe bien pour vous. Sauf que c'est pas si toute l'activité est hors Europe, c'est pas parce qu'on aura un ou même deux ou trois représentants locaux que le poids des règles sera le même qu'à un acteur qui a toute son activité en Bien Europe. sûr, ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est assez étonnant, et c'est pas l'application même règle, même activité. Même règle, même activité, c'est avoir, toutes ces activités au même endroit et l'ensemble des règles qui s'appliquent à ces activités, voilà. Quels sont les moyens qui sont utilisés par les acteurs du paiement, donc pas uniquement français mais européens, justement pour, est-ce qu'il y a des associations qui sont mises en place et quelle est la place justement des acteurs, hors Europe, dans ces assos? Alors, la FEPAM, déjà, elle est française, donc elle essaie de faire en sorte qu'il faille être régulé en France. Et encore une fois, j'ai envie de dire, peu importe la nationalité, mais Mmh. pour être membre titulaire, il faut être régulé en France. Au niveau européen, il y a des associations où les statuts sont plus souples. Il n'y a pas forcément de demande d'agrément, alors en Europe, hein, puisque c'est une association européenne. Donc là, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de veiller à ce que le poids des Européens reste suffisant pour ne pas que des associations qui se disent européennes représentent en fait majoritairement des pays non européens. Mmh. C'est important pour que l'industrie européenne reste forte et je pense que tout le monde a intérêt quand même à ce qu'il y ait une industrie européenne forte, Mmh. même ceux qui ne sont pas européens. Parce que, in fine, c'est quand même voilà, les Européens qui font la réglementation. Il y a des clients européens derrière. Donc nous, on fait passer le message au niveau européen. La FEPAM est membre d'une association européenne, les PIF, hein. J'allais dire, les FIP, mais c'est les PIF? C'est les PIF, European Federation Institution. J'ai pas dit les sigles dans le bon ordre. C'est les FIP, ouais. Les- Mais bon, on est membre en tout cas de l'EPIF, European Payment Institution Federation. Voilà, c'est dit dans le bon ordre, qui est dans notre association européenne où au board, il n'y a pas que des Européens. Pour nous, c'est pas un sujet, mais il faut que les Européens restent présents Ouais. à ce board pour pouvoir en faire entendre leur voix. Bah, c'est logique, quand même. Alors, il y a un autre sujet, et ça, c'est vrai que quand on en a parlé, je n'y pensais pas, mais en réalité, depuis qu'il y a eu l'histoire de cette panne d'électricité en Espagne, on s'est rendu compte à quel point le cash est super important pour les économies. Et ça fait partie aussi de vos travaux. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce sujet-là? Oui, en fait, on s'est aperçu, mais c'est malheureusement quand il y a quelques crises, alors quand je dis on, tout le monde le sait, mais quand on est confronté à un événement d'intensité très forte, on s'aperçoit à quel point le cash est important. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça parce qu'on parle fintech, nouvelles technologies, digital, etc., etc. Pourtant, le fait est que, par exemple, à Mayotte, quand il y a un cyclone qui passe, il n'y a plus d'électricité. Ouais. Donc les nouvelles technologies s'arrêtent. Et heureusement que là-bas, il y avait
avait encore du cash parce que pas d'électricité pendant des dizaines de jours. S'il y a plus de cash pour payer, l'économie fonctionne plus et les gens peuvent plus se nourrir. Donc on l'a vu à Mayotte, on a vu, heureusement ça a duré un peu moins longtemps en Espagne et au Portugal, que là aussi l'électricité pouvait s'arrêter. Et donc quand l'électricité s'arrête, qu'est-ce qui reste? Le cash. Et donc pour la FEPAM, c'est quand même très important. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir une palette de moyens de paiement. Le digital, c'est fantastique et ça offre plein de possibilités, mais il faut toujours des backups. Et ça, je pense que voilà, tous ceux qui font de la conformité, de la compliance le savent. Il faut toujours des backups, voire plus que des backups. Ouais. Si certains veulent payer en cash parce que c'est leur choix, il faut aussi toujours offrir le choix. Oui, bien sûr. Et donc, c'est important de préserver quand même la rentabilité des entreprises qui proposent le cash comme moyen de paiement. Parce que même si elles sont pleinement conscientes que le digital arrive de plus en plus et sera de plus en plus présent, il faut leur laisser la place pour offrir ce choix-là aux clients et pour offrir le backup quand on en a besoin. Alors, dans la gestion du cash, il y a un acteur auquel on ne pense pas, c'est la Brinks. Est-ce que c'est des acteurs avec lesquels vous échangez aussi ou qui rentrent en fait dans les discussions pour alerter peut-être parfois sur cette problématique du cash? Alors, oui, nous, à la FEPAM, on a la chance de compter la Brinks parmi nos membres au conseil d'administration. Et donc, il y a un dialogue étroit avec la Banque de France, avec le Trésor français, pour faire en sorte que la Brinks et tous les autres acteurs qui offrent le cash comme moyen de paiement disposent d'un modèle économique qui lui permette de continuer à être présent sur l'ensemble du territoire. Et c'est important parce qu'il ne faut pas simplement des beaux discours avec le cash. Il faut que il soit accessible et sans voir que il y a une tendance qui est que les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes. Il faut aussi se mettre avec ces acteurs autour de la table, entendre leurs messages et prendre les bonnes mesures pour qu'ils puissent continuer encore une fois à être présents. Top. Merci beaucoup, Fanny. Alors, tu en parlais tout à l'heure, les mauvais élèves qui ne mettent pas encore en place la DSP2, honte à eux. Moi, j'aimerais que tu nous parles des collaborations bancaires. Alors, moi, je l'ai vu parce que j'ai travaillé, je te l'ai pas dit, mais pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une fintech qui, justement, s'occupait d'accompagner les banques à mettre en place, c'est de l'interconnexion, des API pour des banques qui n'étaient pas forcément outillées d'un point de vue informatique, mettre en place ces API pour répondre aux exigences de cette deuxième directive sur les paiements. Et donc, j'ai été amenée à aller voir beaucoup de banques, beaucoup discuter avec les équipes IT, mais aussi business, pour voir un petit peu quel genre de use case on pourrait mettre en place avec des fintechs, donc dans un mode architecture ouverte. Moi, j'aimerais que tu nous parles de collaborations bancaires qui fonctionnent de façon forte, que ce soit du revenue sharing, de la marque blanche ou de l'invest. J'avais reçu Claire Calmejane à l'époque où elle était encore CIO du groupe Société Générale. Donc, on avait parlé du corporate venture de SG Venture. Qu'est-ce qui, toi, au travers de tout ce que tu as vu ces dernières années, qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné et qu'est-ce qui, au contraire, n'a pas vraiment rempli les objectifs? Je pense que ce qui fonctionne bien, c'est les partenariats banque-fintech. Ouais. Parce qu'en général, c'est gagnant-gagnant. La fintech gagne la capacité de distribution, la masse de la clientèle de la banque, et la banque gagne l'agilité de la fintech qui peut offrir un service très proche du client à moindre coût, puisque forcément ses coûts sont réduits. Et derrière, il y a donc un modèle économique, à mon avis, qui fonctionne des deux côtés. Donc que ce soit marque blanche ou pas marque blanche, mais justement, il y a une palette de possibilités dans le partenariat entre les banques et les fintechs. Il y en a d'autres qu'on voit aussi. Donc, ça veut dire que la Oui. banque, du coup, est une sorte de venture builder lorsque la fintech lance son produit. C'est comme ça que tu le vois Oui, la fintech crée un produit, la banque a des demandes côté client. Et donc, elle va distribuer ce produit-là. Et ça peut être en son nom propre ou ça peut être en partageant du co-branding ou peu importe. Mais la banque va pouvoir distribuer le produit de la fintech et bien sûr être rétribuée puisque la distribution se fait par la banque. Bien sûr. Donc, elle a une source de revenus qui est la distribution du produit. Et donc, dans les partenariats qui ont fonctionné, alors encore une fois, j'aime bien te questionner, mais je connais déjà certaines des réponses. En tout cas, j'ai vu des bonnes pratiques. Où est-ce que ça pêche? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir un partenariat qui fonctionne bien? Alors, moi, je
vois tout ce qui est juridique, bien sûr, avoir des contrats qui soient quand même relativement légers, des business continuity plans qui soient quand même pas aussi lourds que ce que tu mets en place quand tu fais un backup, on en parlait, infrastructure. Et quels sont, toi, on va dire, les 3-4 éléments critiques qui feront que ça va fonctionner? Alors déjà, il faut que le partenariat puisse se faire. Alors, je vais être un peu Comment ironique, ça? avant que la fintech meure. C'est-à-dire que c'est très long de mettre en place, et sûrement trop long de mettre en place des partenariats. Parce que le côté juridique, le côté négociation commerciale, des tarifs, Ouais, c'est il pas agile du tout, c'est hein. pas agile du tout. Ouais, ouais. Et je pense que le principal frein au partenariat, c'est la lenteur à laquelle les partenariats se mettent en place. Et à mon avis, c'est dommage pour tout le monde parce que la banque, elle a intérêt à avoir les revenus le plus rapidement possible. La fintech aussi, on est régulés tous les deux, donc les risques sont quand même, pour moi, assez limités pour une banque de contractualiser avec un établissement régulé. Et puis, on peut être tout à fait sérieux, voilà, en ayant Mmh. des process agiles. Donc moi, je verrais ça comme la première et la principale des difficultés. Parce que le reste, en fait, on arrive assez bien à négocier, même que ce soit à tarif, que ce soit... Alors, bien sûr, le dispositif d'audit, c'est mieux, là aussi, s'ils ne mobilisent pas toutes les ressources de la fintech pendant un mois. Certes, Parce ou à la due deal, ouais. ou à la due deal. Ouais. Mais ça, les banques, en général, elles le comprennent assez bien. Ouais. En tout cas, nous, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Donc, il y a une bonne compréhension de ces enjeux-là. Mais voilà, c'est toujours long à mettre en place les partenariats. Il y a peut-être un deuxième aspect quand même, c'est l'aspect politique. C'est dommage, je trouve, enfin ça c'est purement personnel, que parfois, parce qu'on va contractualiser avec telle banque, une autre banque va pas vouloir contractualiser avec la même fintech, parce que politiquement, quoi qu'on dise, Mmh. chaque banque a des fintechs avec lesquelles elle a des relations privilégiées. Et c'est peut-être dommage parce qu'en fait, aucune des fintechs n'offre le même produit. Mmh. Donc, on compare un peu des choux et des carottes. C'est pas parce qu'une banque a un partenariat avec une fintech X, qui est un établissement de paiement qui va offrir tel produit, qu'il n'y aurait pas d'intérêt à faire un partenariat avec une autre fintech. Donc, le marché, il est un peu gelé. Oui, après, Voilà. ça peut être stratégiquement, tu vois, comme tu prends un établissement de paiement qui va se reposer sur une banque de cantonnement et qui puisse mettre en place un nouveau contrat de partenariat avec une seconde banque de cantonnement en backup, ça a du sens. Oui. Mais l'inverse aussi, hein, une banque peut tout à fait décider de travailler avec une fintech qui va l'aider à raffiner ses données bancaires et avoir un backup. Moi, je trouve que ça a du sens de fonctionner comme ça. Alors, sur le cantonnement, ça marche un peu mieux, la possibilité de diversifier, que sur l'offre de produits. Notamment parce qu'effectivement, en termes de risque, c'est clair, c'est l'intérêt de la fintech de diversifier. Il y a aussi le texte, le régulateur derrière qui nous demande et qui nous alerte sur le fait que si pour des raisons commerciales, une banque souhaite mettre fin au contrat de cantonnement, on peut perdre ses agréments. Donc, le régulateur en France clairement nous incite à avoir des comptes de cantonnement à minima dans 2 banques. Et dans la DSP3, il est aussi indiqué qu'en matière de maîtrise des risques, c'est mieux d'avoir des comptes de cantonnement dans plusieurs endroits. Donc, Si voilà. tant est que tu trouves encore des établissements bancaires qui l'acceptent, hein. Il faut trouver, c'est C'est pas compliqué. toujours facile, hein. C'est compliqué et parfois, en fait, là, c'est le paradoxe. On trouve, honnêtement, nous, on a trouvé des banques, elles étaient très intéressées, mais la lourdeur du process vis-à-vis du régulateur les décourageait. Elles n'avaient pas envie de s'occuper du process régulateur qui prend 6 mois, 8 mois. Moi, je ne cache pas qu'il y a une banque, elle m'a dit, en fait, sur le principe, on est OK. Si tu t'occupes de toute la partie Moi, je l'ai qui fait, hein. devrait nous incomber à nous, banque, Ouais. si tu l'as fait gratuitement pour nous. Je l'ai Voilà. fait, hein, pour un établissement bancaire qui voulait être avec la fintech. Et je me souviens, pré-rédigé pour la compliance, le dossier de notification auprès du régulateur pour qu'il n'y ait plus qu'à valider que c'était OK, tu vois. Mais ça demandait moins de travail et ça permettait de mettre en place cette
ce partenariat en couvrant, mais du coup, ça voulait dire beaucoup de nuits blanches. En fait, C'est comme demander 2 agréments, en fait, c'est hein. ça, et c'est un peu dingue parce que c'est quand même la compliance de la fintech qui se retrouve à rédiger la partie qui revient à son établissement de paiement et la partie de la banque. Ouais. Tout Après, ça ça pour le assure une cohésion. régulateur, Ça ça assure une assure une cohésion. Il y a une très bonne entente entre la banque et la fintech parce que Grâce voilà, à c'est ça. le deal. Mais c'est un peu fou qu'on en arrive là et que le process soit pas plus simple côté régulateur. Ouais, Enfin, je ça, pense je que te quand rejoins. une banque en vient à confier à une fintech de rédiger certains de ses documents parce qu'elle est découragée par le process, par le coût, Ouais. par les allers-retours, c'est quand même pas bon signe pour, enfin, j'ai envie de dire pour le marché, pour le régulateur, Ouais, pour ouais. l'agilité, pour le business. Mais ce sont Euh, des faits quand même. Ce sont des faits. Donc, moi, je l'ai fait, tu l'as fait. Ouais. Encore une fois, ça veut dire qu'il peut y avoir d'excellentes relations banque-fintech, tous deux régulés et tous Ouais. deux devant gérer voilà, les contraintes. Mais je pense pas qu'à l'origine, le dispositif était prévu Non, pour non, certes, fonctionner. certes, certes. Alors, un dernier point que j'aimerais discuter avec toi, c'est la collaboration, surtout le volet lutte anti-blanchiment et fraude. J'aimerais que tu nous en parles parce qu'il y a vraiment une alliance fabuleuse à faire, parce que des deux côtés, tu es régulé, des deux côtés, tu dois faire ton KYC, ton KYB, ton KYT, enfin tous les KY quelque chose. Est-ce que tu confirmes Est-ce que tu as des use cases que tu peux aussi partager sur ce volet d'alliance stratégique hein, sur cette lutte anti-blanchiment? Oui, alors moi, enfin, je vais dire très naïvement, ce qui m'a étonné dans mon entreprise chez Fintecture, c'est que à quel point les coûts liés à l'AML et à la lutte contre la fraude, alors naïvement, parce que les banques vont dire c'est normal, mais à un moment donné, moi, est-ce que c'est normal que dans une fintech, le premier coût, enfin, à un moment donné, ça soit la compliance? J'en suis pas sûre parce qu'il faut quand même que la fintech soit rentable, sinon la fintech n'existera plus. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est ces coûts-là et aussi à quel point rien n'était prévu dans la DSP2, dans les textes européens en matière de collaboration entre les Partage des données, tu veux dire? partage des données entre les établissements de paiement et les établissements bancaires. Parce qu'en fait, on a créé une nouvelle catégorie d'acteurs régulés. C'est très bien. Donc, on met de la mail, du KYC, on voit des tentatives de fraude et on se dit, je veux partager ça en fait avec mes confrères parce que la fraude, Mm, quand on mm. fait d'initiation de paiement, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un transfert d'argent entre la banque A et la banque B. Donc, quand on voit une tentative de fraude, on n'a qu'une envie, prendre son téléphone et prévenir les banques, même si on l'a arrêté, Mm, mm. pour pouvoir dire attention, voilà, faites attention. Enfin, il y a un tel schéma de fraude qui est en place. Peut-être que vous le savez déjà, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous le savez pas, voilà. Et là, on s'est aperçu que les textes permettaient pas, étaient muets, voire pire que le GDPR nous disait qu'il fallait protéger les données des clients, donc y compris des hackers. Il y a quand même eu une grosse frustration, notamment Cam Fintecture, qui est numéro 1 en France dans l'initiation de paiement, on peut le dire. Donc C'est forcément, 5 milliards hein, 5 d'euros milliards, de on volume. a les plus gros volumes. Donc forcément, quand on a des volumes, il y a plus de tentatives. Et il y a une énorme frustration. Et nous, on s'est dit, mais il faut absolument quand même qu'on partage ces données-là. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a eu quand même, il y a eu un esprit de place, il y a eu des discussions. Et donc, aussi bien au niveau européen, il y a un article dans la DSP3 qui va dire que oui, le GDPR permet quand même des échanges de données, qu'au niveau français, il y a une expérimentation de la Banque de France qui permet, et il y a un projet de loi du député Monsieur Labaronne qui va permettre ces échanges, en tout cas pour commencer, des échanges d'IBAN, mais voilà, après on espère qu'il y ait une extension, des échanges d'IBAN entre tous les acteurs qui ont intérêt à partager, donc bien entendu les banques, mais aussi les établissements, voire Mm, mm. plus. Et ça, quand même, c'est une grande satisfaction de se dire qu'on évitera des victimes. Voilà, on peut éviter des victimes. Ouais, c'est une bonne chose. Parfait. Alors, si tu pouvais conclure avec quelques conseils, toi qui as bossé et dans la banque et dans la fintech comme moi, quels conseils tu pourrais donner à des fondateurs, fondatrices de fintech qui nous écoutent s'ils souhaitent collaborer avec des banques Moi, ou des assurances hein?
Alors déjà, je leur dirais: «Réfléchissez bien parce que vous allez être régulés, ça veut dire quelque chose avant de créer l'entreprise». Mais je leur dis: «Parlez et échangez», parce que, les paiements et je pense, tous les systèmes financiers sont interconnectés et ça, c'est quand même propre, je pense, à certaines industries, le fait d'être interconnectés. Donc moi, je dirais à ces patrons de fintech: «Vous allez être interconnectés à une foultitude d'acteurs régulés et c'est pour que ça se passe bien, alors aussi bien en termes de sécurité qu'en termes business, hein». Ne pas hésiter à leur parler, et à, comprendre aussi qu'ils sont construits différemment. Tous les acteurs sont construits différemment. Moi, j'ai coutume de dire que la fintech est construite à l'envers de la banque, ce qui peut expliquer que le dialogue est compliqué. La banque, elle a un système IT qui a une certaine ancienneté, et puis après, il y a le client. La fintech, c'est l'inverse. Elle a d'abord le client qui a une demande et elle va construire son système IT. Donc forcément, se parler, c'est compliqué, c'est pas intuitif, mais c'est juste indispensable, en fait. Mmh. Parce que si on se parle pas, on trouve pas des solutions, alors que quand on se parle, on a quand même le même intérêt. Ouais, C'est tout à fait. voilà, d'avoir Ouais, des et prendre le activités. temps parce qu'on parle parfois pas le même langage. Prendre le temps. Non, mais très clair et écouter, j'ai envie de dire pour de vrai, c'est intégrer les besoins et les demandes, dans son business plan et pas juste dire, «OK, il a parlé, mais je continue ma route», Ouais. Alors moi, j'avais en tête un élément, d'ailleurs que je mentionne dans ma masterclass, que je t'invite à visionner, mais tu n'apprendras rien de spécial vu que c'est On les apprend fondamentaux, toujours, c'est on les apprend fondamentaux. chaque jour, tout le temps. C'est d'avoir en tête une stratégie réglementaire. Parce que le propre de la fintech, des PSP, et cetera, c'est de partir sur un setup plus light, hein, qu'un gros établissement de crédit, une banque, et puis tout l'agrément full-fledged avec le capital qui va avec. Donc, généralement, tu pars avec quelque chose, je sais pas, un statut d'agent ou autre. Mais de faire des bains réglementaires. Et quand je parle de bains réglementaires, je les fais avec des clients, c'est-à-dire les mettre dans les chaussures de moi, dirigeant d'un établissement de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Combien est-ce qu'il faut que je lève ? C'est quoi mes obligations réglementaires ? D'aller discuter avec des compliance officers. Non pas pour se faire peur, mais juste pour se rendre compte qu'on va basculer dans complètement autre chose dans 3-4 ans. Et du coup, lorsque tu pitches ton projet, tu as déjà ça en tête. Donc, du coup, dans les attentes de capital, les levées, le rythme et la gestion des attentes de tes investisseurs, tu vas être capable de préparer, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais investi en fintech, préparer les esprits parce que ça ne fonctionne pas pareil qu'une start-up dans une autre verticale, je ne sais pas, dans le travel ou dans l'hospitality. Alors, je suis entièrement d'accord. Alors, le challenge, c'est que la fintech, elle fonctionne souvent, je vais pas dire au jour le jour, mais de 6 mois en 6 mois. Et que pour avoir les agréments, c'est souvent plus de 6 mois. Donc, Ouais. en fait, on va demander à des CIO qui savent pas de quoi le lendemain sera fait de se projeter à 3 ans avec des règlements. Ceci étant, à mon avis, c'est quand même indispensable parce qu'effectivement, on commence souvent au vu du temps d'obtention des agréments. En fait, voilà, il faut savoir qu'un agrément, en tout cas en France, hein, c'est 6, 8 mois, 10 mois. Au vu du temps d'obtention, c'est pas au moment où il y a le client, un super client qui arrive et qui a un énorme besoin, qu'on dit à sa compliance, va m'obtenir l'agrément. Ouais. Ouais. Donc, essayez, même si c'est compliqué en fintech, d'avoir un tout petit peu d'anticipation et Ouais. que quand on perçoit le frémissement d'une demande, on lance le process, quitte à l'arrêter. On peut toujours l'arrêter du jour au lendemain. Mais lancer le process, effectivement, je pense que c'est indispensable. Top. Merci Fanny. Alors, ma clôture de l'épisode, c'est toujours une recommandation d'un livre ou d'un podcast. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander aujourd'hui ? Moi, je recommanderais d'écouter tes podcasts. Je sais, on peut se dire, c'est un peu facile, mais en même temps, c'est une réalité. Parce qu'ils sont ouverts, ils concernent des profils différents d'interlocuteurs de plusieurs pays à différentes fonctions. Ils sont également sans parti pris. Donc, voilà. Donc, moi, je conseillerais d'écouter tes podcasts. Merci, c'est adorable Fanny. Merci beaucoup. C'est sincère. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.